Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 286 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, comment vas-tu? Ça va poussiéreux et les oreilles qui bourdonnent à force d'entendre du marteau-piqueur puis de la drill depuis une semaine, mais sinon ça va très bien. OK, pendant que ça travaille dans ton sol, toi, t'es en haut, là, puis t'essaies Ils ont de... commencé lundi, ma semaine de relâche commençait lundi, fait que shout-out à Loïc et à Kevin de Construction Rivard qui sont en train de faire une solide job dans mon sous-sol. Fait que Ils sont S, il est pas là. vraiment... S, il Non, est pas là. il est en vacances au Mexique, S Ah, il est au présentement. Mexique, ce Fait cher. qu'il a envoyé ses sbires faire la grosse job de bras. Ça, j'allais Puis il dire. va revenir lundi. Fait que ouais, et les deux gars ont commencé ça. Puis ils sont efficaces. Ils ont strippé mon sous-sol en une journée. Puis ils ont déjà commencé à faire le gros du travail. Fait que ouais, c'est ça. Ça fait des grosses journées, mais ça avance vite. Fait que c'est ça qui est important. Bon, puis l'année prochaine, tu vas pouvoir te faire poser un nouveau grenier. Ouais, non. Au prix que ça va coûter, on va attendre un peu avant de remettre de l'argent. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a été une semaine de relâche sous le signe de la construction, hein, avec toi. Ben, on s'entend que toi, c'est vraiment pire que moi, mais on s'est échangé quelques photos. Moi, la chambre des maîtres que j'ai essayé de rafistoler du mieux que je pouvais. Oui, alors, beaucoup de construction dans l'équipe. Et vous, professeur Michel, avez-vous fait de la construction dans vos quartiers? C'est des plans pour me rentrer à l'hôpital, ça. Tu me confies jamais un marteau. Comme on disait dans le chat, Non. des plans qui finissent emmurés dans ton propre mur. C'est ça, exactement. Non, ici, c'est plus ma blonde qui est plus dans ces affaires-là que moi. Là. Fait que souvent, j'essaye de l'aider. En tout cas, j'essaye de ne pas lui nuire là, quand elle fait des travaux comme ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, j'ai envoyé une photo dans notre conversation de moi qui fait du plâtre, puis justement, tu as dit ça, là, un plan pour que je m'emmure moi-même. C'est Joe qui a dit ça. Ouais. C'est Joe? Je pense que oui. Je pensais que J'ai aucun talent avec ces 10 doigts-là dans la construction. Là. Et c'est bon. Allez, tiens, messieurs, regardez qu'est-ce qui est sorti. J'ai reçu mes premières copies. Oui, c'est ça que tu as construit, toi. Tu as construit un ouvrage. Il est tout petit, hein, remarquez, 156 pages. Là, c'est donc 6 chapitres sur le Canada, les Canadiens et les Allemands dans la Deuxième Guerre mondiale. Tu nous en parlais il y a quelques semaines, justement, pour le titre. Hein, tu n'étais pas vraiment décidé, l'éditeur et toi. Finalement, c'est quoi le titre? As-tu gagné? C'est un compromis. C'est la Seconde Guerre mondiale, Allemands et Canadiens face à face. Puis la page couverture, moi, je voulais absolument mettre 2 chars d'assaut. C'est mon fantasme de publier un livre où il y a un char d'assaut sur la couverture. Mais on s'est entendu pour une autre photo qui est très connue de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez justement un soldat allemand qui est prisonnier là, face à un soldat canadien. Là. Et l'attitude des deux personnages, je trouve, témoigne bien de ce qu'il y a dans le livre. Là. Et puis qu'on peut retrouver chez Septentrion, hein, c'est ça? Septentrion, oui, puis ça, c'est une collection qui est très diffusée. Là. Je pense même maintenant, ils ont des espèces de boîtiers où tu as ce titre-là de la collection. Là. Donc, la collection Aujourd'hui, l'histoire, ça vient... La plupart des chapitres viennent de shows que j'ai fait là, Aujourd'hui, l'histoire. À quand un ouvrage, justement, d'une collection sur la Terre des Hommes, ou est-ce que tu fais un ouvrage sur des sujets que tu as fait? Ouais, écoute, c'est dans nos plans quelque part dans l'avenir, non? Oui, ben là, on digère le premier tome, mais. Oui. Moi, je me suis dit en 2024, je veux commencer à écrire. Je dis bien à écrire. Tu dis en 2029? 2024. J'ai compris 29. J'ai comme, ok, tu te laisses quand même un pire de délai. Non, cette année, j'aimerais ça commencer à écrire quelques chapitres tranquillement, pas trop vite, puis d'en écrire plusieurs, puis prendre les meilleurs, puis au pire, garder le reste pour un autre ouvrage, ou peut-être les retravailler. Je ne sais pas. C'est un peu de cette manière-là que j'ai travaillé pour le premier. Là. Je ne sais pas pour toi, Joe. T'écris moins hein, de ce temps-ci, Joe, me semble. J'ai pas réécrit depuis une éternité. Je checkais mon blog, justement, ça fait plus qu'1 an que j'ai rien écrit. On dirait que j'ai plus l'inspiration. Autant qu'avant, j'écrivais tout le temps, que là, ça a coupé complètement. Ça va revenir, mais pour le moment, on dirait que je suis plus intéressé à lire. Je fais beaucoup de lecture. Je lis beaucoup. Ouais, je m'informe. On dirait que j'accumule, puis le moment donné, mais que je sois prêt, là, pop, ça va sortir, ça va pondre un petit quelque chose. Si on réécrit un tome 2, moi, ça va être de la géopolitique probablement plus qu'autre chose. Aller parler de pays que personne connaît, puis de situations justement un peu plus, je veux dire, qui passent sous le radar. Je pense que ça pourrait être un peu plus ça mon angle d'entrée.
Moi, de ce temps-ci, comme toi, je lis beaucoup, mais je regarde aussi, puis on en parlait juste avant d'entrer en onde, de la série Shogun. J'ai terminé les 3 premiers épisodes aujourd'hui même, justement. Alors, on est le 7 mars, et puis, sérieusement, les gars, je vous en parlais avant d'enregistrer, justement, là, c'est tellement bon, Shogun. Je vous conseille, de ceux qui écoutent le podcast, hein, allez écouter ça. Le Japon impérial, en partant, c'est un sujet intéressant. Mais moi, honnêtement, le Japon féodal, je connais fuck all là-dedans. Là. C'est 17e ou 18e siècle? Mais il n'y a pas un Britannique qui arrive là-dedans, fait que j'imagine que t'es fin 17, début 18, d'après moi. Oui, puis les Portugais sont déjà là. Ouais, ben, la série, ça se déroule exactement en 1600. Avec justement les Portugais qui sont présents au Japon et puis un Anglais qui arrive là, un pirate justement qui arrive au Japon pour ouvrir des comptoirs, un comptoir commercial pour aussi faire des échanges avec les Japonais, mais le Portugal, écoutez, pendant la série, je l'arrêtais parce que c'est dur à regarder sans... dans le fond, c'est dur à écouter sans regarder, dans le sens que le 3/4 des épisodes, c'est en japonais sous-titré. Fait que regarde, si vous n'avez pas de base de japonais, là, c'est de lire des sous-titres. Mais ça se regarde quand même très, très bien. Le reste de la série, ben écoutez, c'est soit comme vous voulez, en anglais ou en français, dans le fond, traduit, là, mais c'est vraiment excellent. Ça se passe justement au début de l'ère Edo. Ouais, et puis un Anglais qui arrive justement dans ce décor-là du Japon féodal de 1600. C'est vraiment excellent. Je vous le conseille, à vous, mes chers comparses, et puis aux auditeurs, la série Shogun. Alors, il y a 3 épisodes qui sont sortis jusqu'à maintenant. Prends le commentaire de Florence, s'il te plaît, donc, qui raconte l'histoire de Roger Ménard. Oui. Je ne sais pas si c'est arrivé plusieurs fois pendant la guerre, mais il me semble dans le documentaire La bravoure et le mépris, de mémoire, il raconte un truc comme ça où les Allemands et les Canadiens sont en train de se battre dans un petit village français. Puis subitement, il y a un enfant qui apparaît de nulle part et qui est comme coincé entre les 2 côtés arrêtent de tirer, puis tu as un Canadien qui décide de sortir de sa cachette pour aller chercher l'enfant en question. Je ne sais pas si c'est Roger Ménard qui était... Ça ne me dit rien partout, cette histoire-là, c'est intéressant. L'histoire de la guerre, tu as tout, là, comme et son contraire que tu peux trouver. Là. Des cas comme ceux-là où, au milieu d'une féroce bataille, tout le monde arrête de tirer parce que subitement, il y a un enfant qui se glisse entre les 2 groupes. Okay. Et puis, il y a Yves Nadeau qui demande disponible sur quelle plateforme Disney+. Moi, en tout cas, je les obtiens d'une autre manière, mais sur Disney+, Joe. Oui, c'est ça que j'ai vu. Hein. Mais normalement, c'est sur FX. C'est une série sur FX que vous pouvez... qui appartient à Disney. C'est ça. Fait que, sur Disney+, voilà. Comment allez-vous, messieurs? Je ne sais pas si je vous l'ai demandé. Roussel, ouais? Oui. C'est ça, Jay, notre intro est faite, je pense. OK, je pensais que je ne vous l'avais pas demandé. Premièrement, on voulait faire un épisode, c'est décidé depuis une semaine maintenant, cet épisode-là. On voulait parler de Brian Mulroney et puis de son héritage, n'est-ce pas? Lui qui est décédé le 29 février dernier, à l'âge de quoi? C'est quoi? 84 ans, je pense. Oui, il allait avoir 85 au mois de mars. Ouais. Et donc, l'auditoire comprend que l'épisode sur la vexillologie est encore une fois reporté. Parce que pendant ce temps-là, Joe, il apprend tous les drapeaux par cœur. Ouais, pour moi, j'ai pas checké, justement. Je voulais pas me donner un avantage triché. Puis ça fait 1 mois qu'on est supposé de le faire. Et puis cet épisode-là... plus qu'un mois. Ben ouais, 1 mois, 5 semaines, mais on était vraiment supposé le faire à cette date-là, il y a 1 mois ou 5 semaines, peu importe. C'est ceux qui écoutent chronologiquement, mettons, ils vont se demander en est-ce qu'ils sont en train de faire. On était supposé de le faire, et puis Stéphane, juste pour rappeler, Stéphane a eu une panne de courant chez lui. Tout était prêt. Écoutez, on était vraiment dedans, puis depuis ça, là, on n'est pas capable de le refaire. Mais s'il ne se passe rien de grave, là, en espérant, là, OK, on va... C'est mal parti parce qu'on avait plus qu'un sujet pour asseoir. On pourrait parler même du discours sur l'état de l'union de Joe Biden. La crise en Haïti, il y a plein d'affaires qui se passent en ce moment. Pour Haïti, les gars, là, je veux quelqu'un qui connaît
la situation en Haïti pour venir nous en parler parce que c'est un sujet qu'on en parle, nous, dans nos conversations Messenger, etc., ou même avant les shows. On veut en parler d'Haïti depuis maintenant presque un an. Je vais checker sur l'oreiller ce soir si je peux pas avoir un contact qui va nous résumer ça. Ah, parce qu'il faut en parler, c'est tellement grave qu'est-ce qui se passe là-bas. Le pays est au bord de la guerre civile, ça n'a aucun bon. J'essaie de nous trouver quelqu'un pour la semaine prochaine. Ah, OK, fait que la vexillologie, regardez, je suis capable de le dire. On n'est pas capable, la vexillologie. Hey, tu m'as dit à quel point ça fait longtemps que ça traîne si tu es capable de le dire sans te tromper. La vexillologie, c'est important quand même. Mais avant de parler de Brian Mulroney, les gars, un autre événement très important qui s'est déroulé avant-hier. Alors, mardi le 5, eh bien, c'est le Super Tuesday aux États-Unis. Alors, ces élections primaires qui ont eu lieu dans une quinzaine d'États aux États-Unis. Vos réactions par rapport à l'écrasante victoire de ce cher Donald dans 13 de ces 15 États-là, messieurs? C'était pas une surprise, mais en même temps, ça montre à quel point les Américains ne sont pas sortis du bois avec cette élection-là. C'est particulier. C'est vraiment particulier. Je me dis, est-ce qu'il y a juste nous qui se rendent compte à quel point ça n'a aucun bon sens qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce qu'il y a des gens là-bas qui s'en rendent compte? Des fois, je me pose sérieusement la question. Ils s'en rendent compte, comme on se disait dans notre conversation, justement, il y a des Américains qui ne veulent rien savoir ni de Trump et ni de Biden. Il y en a qui veulent... Ça n'a aucun sens. Aucun sens que les deux soient encore là. Je comprends pas comment tu fais pour te ramasser avec le remix que personne ne voulait déjà en 2020. Il n'y a personne d'autre. Biden... 2020. Je suis certain, les gars, on va réécouter notre épisode sur les présidentielles de 2020 parce qu'on a fait un épisode il y a 2 ans. Il y a 4 ans, ça fait longtemps. Il y a 4 ans, on a fait un épisode sur les présidentielles, on commentait ça. Je pense que c'est un épisode de 3 heures, ça n'a aucun maudit bon sens. Oui, on était avec le crachoir en plus, je ne me trompe pas. Puis là, tu avais la binette à tout le monde qui était super down parce qu'on pensait que c'était fini. Je me rappelle de Jay qui était découragé. Ah non, mais j'étais vraiment découragé. Puis on se disait justement, Biden, puis ça se parlait là. Aux États-Unis que Biden il serait là pour un seul mandat et puis il laisserait sa place, mais il a décidé de rester, ce cher Joe, malgré je ne sais pas quel... Mais encore là, c'est la même question par qui qu'on le remplace. Éventuellement, s'il était parti, probablement que tu avais des candidats qui se seraient sortis. Tu n'as peut-être pas le candidat évident. Assez pour battre Trump? Peut-être. Écoute, on peut spéculer là-dessus. Mais c'est comme on a le même phénomène ici. Pourquoi Trudeau s'obstine à rester? Oui, effectivement. Mais au moins, c'est pas l'âge la raison, c'est juste l'incompétence. Oui, puis c'est l'usure du pouvoir, puis à un moment donné, la nécessité de devoir renouveler une équipe. T'sais, au Canada, là, quand tu fais 10 ans comme premier ministre, là, t'es rendu très, très haut. La plupart des premiers ministres s'approchent du 10 ans, comme Mulroney, justement, je pense 9 ans. Jean Chrétien, 9 ans aussi, ou quelque chose comme ça. Harper, c'est quoi? C'est à peu près ça aussi? Harper, c'est 2006 à 2015, 9 ans. C'est pas mal ça. Là. Ça veut dire qu'on n'est pas rien que Poilievre presque assuré. Non, parce que tu en as d'autres qu'on oublie, là, mais qui, entre-temps, ont fait juste un petit tour et sont partis. Oui, mais depuis 30 ans, c'est assez stable au Canada. Tu as des gouvernements de 8-9 ans. Il y a juste eu dans le tas, peut-être Paul Martin. Il y a des gouvernements minoritaires qui ont été reconduits, on va dire, quand c'est quand même 2 gouvernements minoritaires qu'on a présentement. Honnêtement, là, dans les 30 dernières années, je suis juste capable de vous nommer Paul Martin et Kim Campbell, qui étaient là juste à cause que justement notre sujet du soir, puis Brian Mulroney a démissionné. John Turner aussi, dont on va parler ce soir. Mais Turner, c'est il y a plus que 30 ans. Là, on parle de 40 ans. Ah ouais, bon, okay, d'accord. Quasiment 40 ans, ouais. Vu comme ça. Merci à Florence qui essaie de m'envoyer la photo. Oui, elle dit justement qu'elle essaie de t'envoyer une photo, mais c'est impossible malheureusement. Alors, pour revenir à ces primaires du côté des États-Unis, comme on disait tantôt, Joe, qui était prêt à prendre la place de Biden? Moi, je crois qu'en 2020, Biden avait vraiment l'intention de faire un 4 ans puis de s'en aller, puis de coacher Kamala Harris, mais
on dirait que Kamala Harris, ça n'a vraiment pas passé. Non. Ça n'a pas passé. Hein? C'est une catastrophe, ce choix-là. Ah, c'est triste. Pourtant, au début, elle avait son potentiel. On voyait que vraiment, elle avait un très fort potentiel. Tu sais. Elle n'a pas le charisme, elle n'a pas rien. Non, ça marche pas. Même qu'au contraire, tu mets Kamala Harris demain matin, puis Trump gagne haut la main, sans même pas se poser de questions. Joe Biden a encore une bonne chance de gagner, à mon avis. J'ai de la misère avec ma page, désolé. Bon, OK, je suis revenu. Alors, voilà. Fait que pour les résultats, écoutez, c'est vraiment très, très simple. Dans le fond, Donald Trump a tout gagné. On parle de la Californie, l'Alaska, l'Utah, le Colorado, le Minnesota, Oklahoma, Texas, etc. Et puis, Nikki Haley qui a gagné seulement le Vermont et puis un autre entre guillemets, État qu'on ne peut même pas voir sur la carte parce qu'il est trop petit, mais Washington, D.C., et puis c'est tout. Ce qui lui a donné, justement, pour le Super Mardi, 48 délégués à Nikki Haley et puis 789 pour Donald. Alors, ça l'amène à un total, pour l'instant, de 1062 délégués et puis de 91 pour Nikki Haley, et puis ça prend 1215 délégués pour être nommé, justement, pour être élu chef du Parti républicain pour l'élection présidentielle. Mais là, il n'y a plus de candidat, il n'y a plus d'adversaire Trump. Là, donc, terminé. Il gagne par défaut. Ouais. Il gagne par défaut, mais comme on s'est dit encore, quand on s'est jasé pas mal dans les derniers jours. On n'est pas rendu en novembre encore. Il y a bien des choses qui peuvent se passer. On n'est pas rendu, et puis, j'allais dire Kamala Harris, non, mais Nikki Haley a dit qu'elle suspendait sa campagne. Elle n'a pas dit qu'elle mettait fin à sa campagne. Non, mais ça, c'est traditionnel. C'est pas quelque chose d'inhabituel dans la mesure où tu dis, s'il arrivait quelque chose, justement, entre maintenant et novembre... Mettons que Donald s'enfarge dans... exactement. Elle attend dans le coin, le plan B que personne va avoir planifié. Alors, regardez, Trump est invalide pour une X raison. Ben, j'étais encore là. Assez bien placé quand même, je trouve. C'est un plan assez... c'est un long shot, on va dire comme ça, mais quand même. Ouais. Ça pourrait, on ne sait jamais. Il a le temps d'être en prison 3 fois d'ici ce temps-là. Ça m'étonnerait. Il y a spécialiste pour vous gagner du temps. Là. Il y a rien qui nous dit qu'il va vraiment se rendre là. Il peut même mourir entre-temps, on s'entend. Il est tellement pas en forme, ce gars-là, qu'il n'y a rien qui nous dit qu'il va toffer littéralement jusqu'à l'élection. Il faut dire aussi que Donald Trump, admettons qu'il est élu en novembre prochain, il dit souvent que Biden est vieux, etc., mais il n'est pas loin derrière. Il y a 3 ans. 3 ans de loin, Donald. Puis comme tu as dit, c'est pas un modèle. T'as quel âge, Jay? Comment? T'as quel âge, Jay? Moi, j'ai 34. Tu sais, j'ai 6 ans de plus que toi, puis on dirait que j'ai une décennie, t'imagines-tu? Non, mais moi, j'en fais du côté de ma mère pour la belle peau, comme ça. Là, c'est l'air du Témis, c'est pas la fonderie qui se fait. Exactement. Moi, on dirait que j'ai 20 ans. C'est pas mais là... Merci de m'embarquer dans cette conversation-là. Stéphane, toi, t'as dit... On voulait pas t'insulter, mais tu sais, entre Trump et Biden, on la voit pas, la différence. Entre moi et toi, on le voit quand même un peu, mais tu sais, rendu à cet âge-là, après 70-75, on s'entend là, que... Ouais. Ben, tu sais, comme on dit... Ça a plafonné quand même au niveau de cognitif, on va dire. Hein? Mais comme on dit, justement, en revenant à Stéphane, on le dit depuis plusieurs épisodes maintenant, tu sais, t'es jeune, Stéphane, là, de parure, mais on sait que tu étais là, justement, à la guerre de sécession, là, justement, n'est-ce pas? C'est un vampire, Stéphane, c'est pas mêlant. Mais... je pense que je suis né à l'époque de Pearson. Pearson. Ah, à l'époque de l'aéroport. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Oh là là. Et puis là, vous voyez la carte pour finir avec les résultats des primaires. Après ça, on va discuter un peu de ça. Là, mais ça, c'est la carte du côté des démocrates. Alors, vous voyez, c'est Biden à grandeur. C'était vraiment une formalité. Là, le président, quand il se représente pour un deuxième mandat, c'est une formalité. C'est déjà arrivé que le président a été tassé après? Non. Hein? Pas que je sache. Non, ça me dit rien. Mais je ne serais pas aussi catégorique parce que tu as eu de très mauvais présidents aussi. Là, ouais, peut-être dans les années 1800, peut-être. Ben, c'est-à-dire celui qui précède Lincoln, qu'on considère généralement, je sais me souvenir son nom. Hoover aussi, que c'est un des... Hoover, oui, qui n'est pas capable de gérer la crise économique du début des années 30. Ouais, c'est Buchanan. Celui qui a précédé Lincoln, c'est Buchanan. Et qui est considéré comme ayant très mal géré la situation au pays et c'est ce qui va donner lieu à la guerre de sécession, la guerre civile américaine.
Parce qu'il y a un classement qui a été fait des 45 présidents américains, dans le fond, du meilleur au pire. Lincoln est en premier, George Washington est en deuxième, puis Theodore Roosevelt, puis Franklin Delano Roosevelt dans le top 4. Et en dernier, tu as Trump, puis tu as Andrew Johnson avant-dernier. Ah, Andrew Johnson, c'en est un aussi, ouais. Puis Buchanan aussi. Buchanan, Johnson, Trump, c'est Buchanan. Alors, Buchanan qui a précédé Abraham Lincoln. Alors, on voit ici, ça, comme dit ma mère, la face de pas frais. Alors, voilà. Il a découragé. Il me fait penser à John Cleese. C'est vrai qu'il ressemble à John Cleese. Mais pour l'anecdote, dans le classement des pires présidents, Trump est en dernier, Buchanan est en avant-dernier. Biden est 14 sur 45, quand même. Mais ça... Ce que j'aime moins là-dedans, puis on va en parler tantôt avec Mulroney, c'est que plus un événement est récent, plus on a tendance à être critique, puis plus un événement est distant, plus on voit les bons côtés de... Ouais, on est capable d'être plus objectif, d'être plus aussi contextualisé un peu. Ouais, d'être moins émotif ou moins pris, parce qu'on va en revenir tantôt, mais dans le cas de Mulroney, il s'est fait détester au Canada anglais. Puis, ouais, ben, au Québec alors, aussi, au Québec, pas mal moins. Il y a quand même eu la création du Bloc québécois à cause de lui, ça. Mais Mulroney, tu as raison. Admettons que tu demandes à quelqu'un en 1993, est-ce que Brian Mulroney, c'est parmi les meilleurs premiers ministres canadiens qu'il a jamais eu? Et ça, il s'est fait sortir dehors. En fait, c'est qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver après. On ne savait pas que Stephen Harper allait être le prochain conservateur à rentrer. Florence, c'est pour te répondre. Duplessis, en fait, son histoire commence à être... Enfin, elle est réécrite déjà en bonne partie. Je lisais un livre, justement, là, qui parlait de ça, comment l'image de Duplessis a évolué dans le temps. Puis comment, par exemple, une série comme celle avec Jean Lapointe dans les années 80, où Jean Lapointe, c'est magnifique comme série. Ça fait beaucoup évoluer l'image qu'on a, là, comme la grande noirceur. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui parlent de ça parce que c'était pas finalement ce qu'on pensait que c'était. Fait que oui, l'image, l'histoire n'est pas fixe, contrairement à ce qu'on pense, l'histoire bouge tout le temps, l'interprétation qu'on en fait bouge tout le temps. Je vais en profiter pour faire une petite plug, si vous me permettez. J'ai écouté le podcast Passé date avec Médéric Sioui, qui est collaborateur, notre ami Médéric, qui est collaborateur à ce podcast-là en tant que scripteur. Puis justement, c'est sur des brides de l'histoire du Québec et du Canada. Là, ça dure environ une quinzaine de minutes par épisode. C'est vraiment excellent. C'est un prof d'histoire dont j'ai oublié le nom qui fait ça avec justement d'autres historiens qui écrivent avec lui. Puis il y a un épisode sur Duplessis qui est vraiment très bon pour montrer justement l'espèce de dualité de, oui, il a fait des choses qui sont quand même assez... oui, son anticommunisme, ça lutte contre les témoins de Jéhovah. C'est ça, l'antisyndicalisme et compagnie, mais que quand même, il y avait un contexte qui expliquait pourquoi il a fait certaines choses, puis ça rationalise un peu plus. Ça, je ne l'aimerais pas plus nécessairement, mais tu peux comprendre de où il venait quand il faisait ces choses-là. Ouais. Si ça vous intéresse, c'est disponible un peu partout. Là, ça s'appelle Passé date. Puis il y a même des livres qui ont été faits, dont Médéric qui signe des textes dans le livre aussi. Donc, salutations à Médéric par la même occasion. Justement, puis Médéric, mon texte s'en vient. Je suis en train d'écrire un texte avec lui, là, puis mon bout, là, je la discutais le final. Je pense que Médéric aussi il n'avait parlé dans un épisode. C'est pour ça que j'étais allé l'écouter pour le fun, puis je me suis rendu compte que c'est vraiment excellent pour un prof d'histoire, mettons, secondaire 3-4. Là. Il y a beaucoup de stock intéressant. Je vais aller voir ça. Yves Nadeau qui dit « Je vous conseille le podcast Politics. Le gars fait une analyse neutre de la politique américaine, une chose extrêmement rare aux États-Unis. » Puis même là, je suis sûr qu'on dit neutre, puis inconsciemment, il doit y avoir des petits biais quand même. Tu peux pas être 100% neutre, à moins que tu sois un robot, là, mais en même temps. Steve Werner qui demande c'est quoi le nom du podcast? C'est Passé date, mon cher. Passé date, ouais. Avec comment tu l'écris? Une pinte de lait. C'est passé, virgule, date. Comme... Non, passé avec ER ou E accent aigu? Passé et, OK. me semble, ouais. Puis j'imagine qu'on le trouve sur... on le trouve sur Spotify, mais c'est une collaboration, une production de Société des profs d'histoire du Québec et de Cube Radio, parce qu'il plug à chaque fin d'épisode. Tu l'as-tu sur Balado Québec? Oh, bonne question. Moi, je l'ai écouté sur Spotify, fait que je sais pas. Je vais aller voir. Parce que Cube Radio, je suis pas sûr qu'ils sont sur Balado Québec. Il faudrait demander à Yves qui est dans le chat. Ah, ben oui, Yves, est-ce que Cube héberge chez vous? Ils sont hébergés chez vous? Je ne penserais pas. J'ai comme des doutes. Hein. Je pense pas que PKP, il se laisse aller. Ouais, il est sur Cube. Ouais.
sur Spotify, mais je pense pas qu'il soit sur... C'est vraiment excellent. C'est très léger, puis c'est très accessible aussi. Un jeune de 15 ans l'écoute, puis il va comprendre aussi bien que nous autres. C'est vraiment bien fait. Puis le prof en question, là, j'ai un blanc, malheureusement, il est vraiment excellent. Puis il met des petites blagues aussi, puis c'est un podcast qui est dynamique. Du narratif, des fois, ça peut être so-so. J'en ai écouté un sur l'Empire romain. Le contenu est excellent, mais le gars, comme je vous disais dans notre conversation, là, c'est assez pénible. Mais lui, tu as le goût d'écouter le prochain parce qu'il te met dans l'ambiance. Donc, je vous le conseille. En parlant de podcast d'histoire, on dirait qu'on fait un épisode là-dessus. Connaissez-vous, sûrement, là, c'est le podcast d'histoire le plus connu au Québec, du moins, là, je veux dire, dans la francophonie, mais au Québec, là, mais les pires moments d'histoire avec Charles Beauchesne. Je vais le voir en spectacle la semaine prochaine. Pour vrai, c'est excellent. Ouais, c'est sur la peste noire, si je ne me trompe pas. Il fait 1h30 de spectacle sur la peste noire. À Rouen, ça? Ouais. Ah, ouais. C'est où pour le fun? C'est-tu au Théâtre du Cuivre. Au Théâtre du Cuivre? Ouais, un gros théâtre. Je savais pas ça. Très intéressant. Les gars. Ça va avoir l'air de quoi sur un stage, contrairement à un podcast. Hein? Ouais, c'est ça. Je pense qu'il va l'avoir. Je pense qu'il va être très performant. Voulez-vous qu'on parle, je donne le choix, là, c'est comme vous voulez, mais voulez-vous qu'on parle de Nikki Haley qui, comme j'ai amené l'hypothèse tout à l'heure, qui peut-être se présenterait comme indépendante ou peut-être même à la tête d'un, peut-être pas là, mais d'un troisième parti éventuellement. Est-ce que c'est on va regarder ça pour plus tard. Ouais, peut-être amener le sujet, c'est pour ça que je vous demande votre avis, parce que peut-être amener le sujet quand Valérie Baudouin va. Parce que, on n'a pas parlé de Brian. Ça fait une demi-heure qu'on n'a pas parlé de Brian Mulroney, qui est quand même le thème. Oui. Laisse le sujet mûrir un petit peu. Mais Brian Mulroney, les gars, votre réaction quand vous avez su qu'il était décédé le 29 février, on savait qu'il était quand même âgé, de 84-85 ans. On s'entend qu'à cet âge-là, il n'a plus de fait. Mais il était quand même encore sous le conseil d'administration de Québécois Média. Il était quand même assez impliqué malgré tout. Oui, il était. Il n'était pas, je veux dire, tabletté quelque part dans son chalet à attendre de mourir. Il était encore impliqué dans la vie, je veux dire, publique, entre parenthèses. Oui, puis il y avait comment ça s'appelle, pas la Fondation Brian Mulroney, mais à l'Université Laval, tu as un groupe de recherche justement qui était soutenu. On pourrait le retrouver, mais bon, il était encore très actif comme personne. Mais vous remarquez que depuis qu'il a quitté, qu'il n'était plus premier ministre, en fait, depuis 1993, il a été relativement discret. Ouais. Plus que, par exemple, Jean Chrétien. Mais peut-être pas autant que Stephen Harper, par contre. Non, c'est vrai que Stephen Harper, il sort de temps en temps. Mais il est très actif en coulisses de sources sûres. Il est encore très, très, très influent dans le Parti conservateur. Oui, Steve, c'est pour ça. Les drapeaux sont en berne à Ottawa parce qu'on attend les funérailles d'État de M. Même au Québec, je pense qu'ils sont en berne. Parce que j'ai vu des drapeaux du Québec en berne à Rouen. Peut-être c'est juste le hasard. Oui, on entend depuis un bout de temps, là, donc, les hommages dans les 48 premières heures, puis ensuite, quand on fait le bilan là, de son passage, il a été, je veux dire, il a laissé le souvenir, malheureusement, là, d'un gouvernement corrompu, puis qui trempait dans la magouille. Là, peux-tu nous rappeler un peu pourquoi, Stéphane? Parce que nous autres, on avait, moi j'avais 8 ans dans ce temps-là, puis Jay, il n'était pas né. Fait que... Oui. J'avais ça, mais c'est l'affaire Airbus, n'est-ce pas, mon cher Steph? Oui, c'est l'homme d'affaires allemand Karl Schreiber qui avait, je pense, lui donné 200 000 ou quelque chose comme ça. Et il l'a admis, puis il a dit c'est vraiment une erreur de jugement. C'était pas de la corruption, mais c'était une erreur de jugement d'accepter l'argent de ce gars-là. Mais les conservateurs aussi commençaient il a vieilli rapidement, le Parti conservateur, au pouvoir, et il y avait comme des histoires qui couraient à l'époque. Moi, d'ailleurs, Joe, toi, tu avais 8 ans, mais moi, je faisais mon stage parlementaire dans le bureau du vice-président du comité permanent sur la défense, qui était un conservateur, un député conservateur. J'étais en première année du primaire. Et tu avais aussi déjà ces craquements-là, parce que le Parti conservateur de l'époque, comme bien les partis politiques qui parviennent au pouvoir, c'est souvent qu'ils parviennent
plus ou moins temporairement, à créer une coalition de gens qui ne seraient pas normalement ensemble. C'est-à-dire, et dans le cas de Mulroney, c'est qu'ils sont basés sur une coalition des conservateurs de l'Ouest. Les conservateurs plus à gauche, on va dire, qu'on retrouve dans les Maritimes, les progressistes, oui, avec les nationalistes québécois. Et c'est pour ça d'ailleurs que. Mix quand même. Oui, mais c'était comme une manière de. C'est une façon de barrer la route aux libéraux. Après les années Trudeau père, j'entends, il y avait comme une espèce de rejet ou de dégoût à l'égard du Parti libéral, ou de fatigue à l'égard du Parti libéral, parce que Trudeau père est quand même resté là de 68 à 84. Là, on tombe dans une longue période. Ils ont cette coalition-là qui s'est formée et elle craque avec l'affaire du lac Meech, notamment quand il y a, je ne me souviens plus, c'est 11 ou 12 députés qui quittent le Parti conservateur pour créer le Bloc québécois. Là, on parle de Lucien Bouchard, un des meilleurs amis de Brian Mulroney, qui claque la porte du Parti conservateur, qui va fonder le Bloc québécois avec Jean Lapierre, entre autres. Et, dans le fond, c'était une coalition, c'était des conservateurs libéraux québécois. Mécontents de ce qui se passait au fédéral. Là. Parce que même à l'intérieur du mouvement nationaliste, vous avez toujours eu cette tension-là, surtout depuis les années 60, entre la gauche, les indépendantistes qui sont plus à gauche, qui veulent profiter de l'indépendance pour faire des réformes sociales importantes, et vous avez la droite qui, elle, c'est le faire de l'argent avec l'indépendance. Ben, en fait, c'est une manière de bien asseoir nos valeurs traditionnelles, de revenir à ce qui fait vraiment le peuple québécois. Le Québécois de souche. Et donc, ce qui arrive. Du mouvement nationaliste. Mais c'est ce qui est arrivé avec Mulroney, avec la coalition qui craque en 90, ben, c'est ta formule gagnante que tu viens de perdre. Ça aussi, il y a au Canada anglais ou ici, il y a des gens qui trouvaient qu'il était un peu trop pro-Québec. On le trouvait trop proche. Il y a quand même de Bécomo, malgré tout. Oui, mais il y a des gestes qui ont été posés qui vont alimenter ce qu'on appelle l'aliénation de l'Ouest. C'est-à-dire le sentiment que les gens en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba ont que Ottawa ne s'occupe pas d'eux autres, que Ottawa, ça sert juste les intérêts du Québec puis de l'Ontario, c'est tout. Puis ça donne des pinottes aux Maritimes, mais on nie la spécificité, on nie les intérêts de l'Ouest. Entre autres, ça a commencé surtout avec Trudeau, père, encore une fois, qui va nationaliser, ou en tout cas qui va décider qu'il y a une répartition des revenus du pétrole qui se fait à travers le pays. Il y a vraiment un sentiment. Oui, c'est ça. Puis aussi la création de Petro-Canada, par exemple, et des trucs comme ça. Donc, les gens de l'Ouest disent « Hey, c'est notre pétrole à nous autres, là, puis c'est pas censé servir à donner de l'argent au Québec. » Ça va aller aider, c'est ça, aider les frogs à l'autre bout. Là. Et Mulroney va faire une erreur semblable, quoique beaucoup moins pire, mais il va faire une erreur qui va avoir des conséquences énormes. Il va donner le contrat d'entretien des avions CF-18, là, ceux qui volent encore aujourd'hui, 30 ans plus tard. Là. Il va donner le contrat d'entretien qui était très lucratif à une compagnie de Ville-Saint-Laurent à Montréal, plutôt qu'à une compagnie, je pense que c'est Boeing, en tout cas, quels ateliers qui sont à Winnipeg. Et ça encore, ça renforce cette idée que l'Ouest n'est pas écouté. La conséquence que ça va avoir, c'est qu'il y a un nouveau parti qui va se créer, qui va aspirer les conservateurs, une bonne partie des conservateurs de l'Ouest, qui est le Reform Party ou le Parti de la Réforme, fondé par un bonhomme qui s'appelle Preston Manning, et qui dit, si le Parti conservateur du Canada n'est pas capable de nous représenter effectivement, de représenter nos intérêts puis défendre nos intérêts, on va se créer notre propre parti qui nous ressemble à nous puis qui va défendre nos intérêts. Et c'est comme ça que le Parti conservateur de Brian Mulroney va s'écraser, mais complètement après son départ. Il va disloquer, dans le fond. Il va s'évaporiser. Parce que le Parti conservateur... Je pense qu'il ne restera plus personne. Là. Il y a 2 conservateurs qui sont élus, Jean Charest et une Deborah Gray qui est des Maritimes. Parce que le Parti conservateur des années 90, j'ai aucun souvenir de ça. Ça ressemblait à quoi, Steph? Là, je parle des années chrétiens, là, mais le Parti conservateur du Canada des années 90, après la démission, puis après l'élection catastrophique de 93 pour les conservateurs, justement, ça va ressembler à quoi leur influence à Ottawa? D'abord, ils vont être obligés de se reconstruire, mais en ayant
sur leur droite maintenant un autre parti, le Parti de la Réforme. Plus à droite qu'eux. C'est ça qui leur coupe l'air. Puis le Parti de la Réforme, lui, va faire élire une cinquantaine de députés aux élections de 1993. Le Bloc québécois va en faire élire 53, je pense, si bien que le Bloc québécois va devenir l'opposition officielle selon le Parti indépendantiste qui devient l'opposition officielle. Ça a été probablement le plus beau pied de nez au reste du Canada anglais. Puis là, on est dans les années pré-référendaires, si je peux dire. Pré-deuxième référendum. C'est ça, en pleine ébullition de la renaissance nationaliste, souverainiste québécoise. Oui, parce que pour un autre truc dont on va parler tantôt, qui est l'échec de l'accord du lac Meech, et ça aussi, ça va contribuer à saper la popularité de Mulroney, parce qu'on trouve encore une fois, surtout dans l'Ouest, que c'est encore les mots du Québécois qui vont tout ramasser, là, puis qui vont, on fait des courbettes au Québec, puis on en donne trop au Québec, puis ça aussi, ça sape la popularité de Mulroney. Mais juste pour répondre à ta question, Jay, c'est le Parti conservateur de quoi il a l'air, il est réduit à un petit groupe, c'est le troisième. En fait, le NPD et le Parti conservateur vont être comme relégués dans le fin fond de la Chambre des communes avec une poignée de députés. Et ils vont toujours devoir... C'est l'époque d'Ed Broadbent ou c'était avant? Ed Broadbent, c'est avant. C'est à l'époque de Trudeau. OK. Mais je pense qu'il est là dans les premières années de Mulroney. Mais il vivote, comme le Parti conservateur vivote au début, dans les années 90, jusqu'à se rendre compte. En fait, tu vas avoir des chefs... assez follow, finalement. Pourtant, quelqu'un que j'aime beaucoup, moi, c'était Joe Clark. Joe Clark qui était premier ministre du Canada pendant 1 an. Même pas 9 mois, je pense. En 80, c'est ça? 80-81? Non, c'est 79. 79-80. 79-80, OK. Donc, le Parti conservateur va arriver à la conclusion que la seule manière, de battre Jean Chrétien, parce que Jean Chrétien, au long des années 90, va remporter des majorités, pas parce que lui est très bon, mais c'est parce que l'opposition en face de lui est complètement divisée. Donc, conservateurs et réformistes vont décider de créer un seul parti, puis quand ce parti-là va passer sous la direction de Stephen Harper, Harper va décider qu'il y a un seul conservatisme dans le Parti conservateur, c'est celui de très à droite qui vient de l'Ouest. Les conservateurs plus modérés qui viennent surtout des Maritimes, par exemple, ou de l'Ontario, eux autres, on n'en veut plus de ces gens-là, où ils vont s'écraser aussi au sein du nouveau parti. D'où le titre du podcast d'aujourd'hui, le dernier progressiste, en parlant de Mulroney. Est-ce que, justement, c'était le dernier progressiste? Chez les conservateurs, là, je ne parle pas de tout parti confondu, mais dans le Parti conservateur ou progressiste conservateur. On s'entend que quand le Reform est devenu l'Alliance canadienne puis qu'ils ont fusionné avec le Parti progressiste conservateur, ils ont enlevé le mot progressiste du nom, puis c'est pas pour rien. C'est devenu le Parti conservateur du Canada, le PCC. Oui, mais cette tendance-là, elle existe encore aujourd'hui. Vous avez plusieurs conservateurs qui sont mal à l'aise avec le style Poilievre, le style... Ils ne disent pas bien, en tout cas, ils sont très, très... Ça fait penser aux républicains qui sont avec Trump, mais ils veulent juste avoir le pouvoir qui vient avec une élection de Trump. Pensez à celui dont on parlait dans notre show de Noël, donc le député conservateur qui est vraiment pas loin d'ici. Gérard? Non, celui qui a démissionné quand Poilievre est arrivé. Ah oui. Alain Reyes. Alain Reyes, exactement, c'est ça. Lui pourrait représenter encore ce culotte, là. Oui, mais tu en as quand même beaucoup d'autres aussi. Je pense que ce mouvement-là, quand on parle des progressistes conservateurs, pour nos auditeurs, c'est cette idée que oui, on a des valeurs conservatrices, soit par exemple au niveau économique, ou encore au niveau social, mais qu'on est prêt à faire des concessions pour adoucir les aspects les plus rugueux là, du capitalisme ou du libertarisme. Donc, il y a une dimension sociale. C'est pour ça qu'on les appelle des fois les Red Tory ou les conservateurs rouges, parce que le rouge rappelant la couleur du communisme et de la gauche, on leur donne ce surnom-là. Alors que les Blue Tory, c'est les purs et durs. C'est les conservateurs qui sont beaucoup plus à droite, qui sont pas mal moins prêts à faire de concessions, puis qui ont un discours qui est beaucoup plus radical. En fait, beaucoup radical. On peut appeler ça comme ça. Là. Si on revient sur l'accord du lac Meech, là, je vous ramène en 1987. Joe, t'as quel âge? En 87, j'ai 4 ans.
OK, ben moi, je suis dans les projets de mes parents. Alors, il y a juste ma soeur d'1 an qui est là. En 87, Brian Mulroney, que lui, dans le fond, Brian Mulroney, son entrée en politique, une des principales raisons, c'est de réconcilier le Québec avec le reste du Canada après, justement, le rapatriement de la Constitution en 82. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le climat dans ce temps-là, Steph? Parce que justement, comme Joe a dit, il était enfant. Puis il y a juste toi qui se souviens de cette époque-là, des années 80. Est-ce que c'était un sujet d'actualité? Est-ce qu'on a parlé partout sur la rue? Comment c'était mettons, les discussions autour de Meach? Là? Pour ceux qui se demandent c'est quoi l'accord du lac Meach, Okay. dans le fond, c'est le parti, j'allais dire, Brian Mulroney lui-même, qui veut trouver un accord entre le Québec et le reste du Canada pour, entre autres, un des points principaux de cet accord-là était de donner un statut particulier au Québec, c'est-à-dire de reconnaître le Québec comme une nation distincte du reste du Canada, entre autres. Là, il y a plein de choses comme ça. Ce qui avait enragé le Canada anglais. Juste pour répondre rapidement à Florence, oui, la dimension religieuse, on les retrouve surtout chez les conservateurs sociaux. C'est pas nécessairement, donc Florence qui demandait ce qui sont religieux. Ils sont pas tous religieux, mais tu peux avoir des conservateurs économiques qui vont plus chercher à libéraliser donc le marché. Et tu as les conservateurs plus sociaux qui vont se battre sur des points religieux, ou en tout cas des points de comportement. C'est ceux qui sont, par exemple, anti-avortement ou des choses comme ça. Là. Donc, oui, tout à fait, il y a une dimension religieuse. Donc, de quoi ça avait l'air en 80? Est-ce que ça se battait dans les autobus pour reprendre la formule de François Legault? Oui. Alors, parce que pour les souverainistes, c'est d'abord, OK, l'accord du lac Meach, c'est un accord péniblement négocié entre le gouvernement fédéral et les provinces canadiennes, les autres provinces canadiennes, pour que le Québec accommoder le Québec de manière à ce qu'il signe la Constitution de 1982. Parce qu'à ce jour, même c'est vrai encore aujourd'hui, le Québec n'a pas signé la Constitution de 1982 au moment où Pierre Trudeau la fait revenir d'Angleterre et la au Canada. Juste pour résumer, techniquement, le Québec n'est pas dans la Constitution, c'est ça. Là. Pas dans celle de 82. On n'a pas signé la Constitution canadienne encore en 2024. Non. Et le but de Mulroney, c'est de dire, bon, ben, plutôt que de laisser le Québec se morfondre puis qu'on ait toujours cette espèce de caillou dans le soulier, on va trouver un compromis. On va permettre aux Québécois de pouvoir signer l'accord constitutionnel de 1982 en lui faisant un certain nombre de concessions. Par exemple, il y avait cette idée du droit de veto, il y avait cette idée de la nomination des juges à la Cour suprême, il y avait l'idée de la société distincte. Puis là, je vous dis ça de mémoire. Et la langue aussi, il faut en parler, la langue française au Québec, etc. Oui. Et donc, tout ça, cette opération-là visait à permettre au Québec de redevenir sur une province canadienne ayant signé, comme les autres, l'accord constitutionnel de 1982. Naturellement, les concessions que Mulroney fait au Québec pour les attirer, ça déplaît à beaucoup de gens au Canada anglais. Et donc, pour les souverainistes, comme René Lévesque, c'était l'idée de ce qu'on appelle le beau risque. C'est bon, OK, on n'est pas capable de faire le référendum, on a perdu le référendum de 1980, donc, OK, on peut signer cet accord-là, signer cette entente-là, négocier cette entente-là, puis essayer de tirer le mieux qu'on peut pour le Québec. Mais bon nombre de souverainistes se disaient aussi, non, et comme Jacques Parizeau, par exemple, si cet accord-là passe, ça va tirer la carpette sous les pieds des souverainistes, puis on n'aura plus de raison de chialer. Donc, il n'y aura plus de raison, si tu veux, de chercher à faire l'indépendance. Donc, tu avais parmi les souverainistes des grosses tensions. Et tu avais aussi, chez les fédéralistes purs et durs, on avait l'impression que l'État central canadien est en train de se faire émasculer, pour reprendre les termes de Pierre-Éliott Trudeau, qui va se lancer dans le débat sur le lac Meach. Fait que oui, c'était à la fois comme une mesure d'apaisement, mais qui, aux extrêmes, créait finalement des tensions. Et plus le temps avance, parce que les provinces ont 3 ans pour entériner l'accord du lac Meach, puis que le Québec signe finalement la Constitution, plus le temps avance, plus il y a des gouvernements provinciaux qui sont remplacés par des opposants. Et vous avez des gens qui s'affirment de plus en plus contre l'accord du lac Meach. Ça va être d'abord Terre-Neuve, puis
un épisode dont on a parlé ici avec Médéric, c'est à Winnipeg, donc c'est au Manitoba, où vous avez un député qui refuse finalement de voter en faveur de l'accord du Lac-Meech, qui s'appelle Elijah Harper, qui est un membre des Premières Nations, et qui dit là, si vous réglez la Constitution comme ça, vous donnez tout au Québec, puis vous ne donnez rien aux Premières Nations, pour nous, c'est fini. C'est dans le sens où il n'y aura plus de changement constitutionnel pour accommoder les Premières Nations et pour répondre aux revendications des Premières Nations. Et ça, c'est ce qui va être le clou dans le cercueil de l'accord du Lac-Meech. Et puis, ça va amener Brian Mulroney après l'échec de Meech en 90. Là, on est le 22, le lendemain, dans le fond, de ce 3 ans-là. Je crois que c'était le 21, justement, le 22 juin. Brian Mulroney ne sera jamais plus le même. Sa femme a dit par après, des années plus tard, qu'il avait vécu une dépression suite à l'échec de Meech. À ce point-là. Parce que c'était le projet d'une vie, dans le fond. C'était son legs politique. Exactement. Lui, il voulait réconcilier justement les deux solitudes, tout simplement. Les gars, je veux, tout le monde en même temps, je veux vous présenter, s'il y a des gens qui ne l'ont jamais vu, okay, c'est Robert Bourassa, le 22 juin 1990, qui commente justement l'échec de Meech et puis qui va soulever l'Assemblée nationale et puis pas juste son parti, même je pense qu'il va plus soulever l'opposition en face de lui. En face de lui, on trouve un certain, je crois que c'était déjà Parizeau qui était là à l'opposition. Au moment 90, c'est-tu Parizeau? C'est pas possible, je ne souviens plus. Parizeau-Johnson? Oui, c'est ça, je veux dire. Non, c'est plutôt Johnson est avant ça. Pierre-Marc Johnson, il était communiste en 85. Je ne sais pas s'il était là comme opposition, mais je crois que c'était. C'est pas mal sûr que c'est Parizeau. C'est Parizeau. Ben oui, il avait dit mon cher premier ministre, je vous tends la main. Oui. Exactement. Alors, on va écouter ça. C'est à peu près 4 minutes 22. OK? Ça va faire partie de l'épisode. Je veux qu'on l'écoute au complet. Ce moment d'histoire du Québec, c'est quand même un discours important de Robert Bourassa qui a marqué les esprits à cette époque-là. Encore là, je ne m'en souviens pas parce que dans ce temps-là, j'ai 11 mois. Mais, mais quand même, Steph, te rappelles-tu de ce moment-là? Oui, moi, à l'époque, je faisais ma maîtrise. OK? J'ai peut-être plus de souvenirs, mais oui, tout à fait. Puis les débats que ça avait fait, moi, j'étais en sciences politiques, et les débats que ça faisait entre les profs à savoir, est-ce que Bourassa va faire l'indépendance du Québec? Est-ce que finalement, c'est pas Robert Bourassa? Vous allez entendre le discours, là, parce qu'il laisse entendre ça dans son discours. J'ai même des profs que je respectais beaucoup qui ont publié un livre à l'époque qui s'appelait « Comment Robert Bourassa va faire l'indépendance du Québec » en disant qu'il allait le faire, qu'il était comme coincé pour le faire. Le discours est vraiment intéressant pour ce que, tu sais, on a l'impression qu'on le reconnaît pas, le Bourassa. On a l'impression d'entendre un chef péquiste, là. C'est ça. Ouais. Alors, on écoute ça, et puis après ça, je vais demander à Stéphane, est-ce que les gens se sont battus dans les autobus le lendemain, après avoir entendu ça aux nouvelles? Alors, on écoute ça, puis on revient. Bourassa n'a pas la mine particulièrement réjouie, malgré l'encouragement et l'ovation de ses députés. T'as plus de son, Jay? On n'a plus de son. Quand même, durant quelques secondes, l'excellent travail qui a été accompli dans cette première partie de la session cette année, qui impliquait des lois très importantes pour l'ensemble des Québécois. Sur le plan politique, toutefois, on doit constater qu'à l'ajournement de cette première partie, l'accord du Lac-Meech n'est pas ratifié. Donc, la résolution du Québec qui a été adoptée il y a 3 ans, moins une journée, n'a plus d'existence juridique. Au nom de tous les Québécois, je veux exprimer ma plus profonde déception. Déception qui s'explique, Monsieur le Président, par tous les efforts qui ont été faits par différents gouvernements depuis une dizaine d'années. Il y a 10 ans, à la suite du référendum du 20 mai 1980, le gouvernement du Québec, de ce temps, dirigé par M. Lévesque, avait fait plusieurs efforts pour réintégrer le Québec dans la Constitution canadienne. Il avait fait preuve, si je réfère à une expression utilisée par le chef de l'opposition cet après-midi, d'une grande flexibilité.
mais avec un résultat évidemment décevant, puisque le Québec avait été exclu de la Constitution canadienne. En 1985, nous avons proposé au Canada anglais des conditions qui ont été jugées par tous comme étant modérées et raisonnables. À 3 reprises, nous nous sommes entendus sur l'ensemble de ces conditions. Et je veux à cet égard, Monsieur le Président, remercier tous mes collègues qui ont appuyé le Québec. Et je signale encore le travail particulier qui a été fait par le Premier ministre de l'Ontario, M. Peterson. Le 9 juin dernier, Monsieur le Président, nous avons une nouvelle fois signé une entente. Tous les premiers ministres se sont engagés à tout mettre en œuvre pour faire adopter la résolution avant le 23 juin. On doit constater que 2 provinces ne l'ont pas fait et n'ont pas l'intention de le faire. En 87, il y avait eu une entente. À la suite de 3 changements de gouvernement, la signature qui avait été donnée par les provinces n'a pas été respectée. Cette fois encore, en 90, 2 provinces qui s'étaient engagées à tout faire pour faire adopter la résolution n'ont pas respecté leur engagement. Jusqu'à 1985, on disait « What does Quebec want ?» Nous avons exprimé clairement les demandes du Québec. Et toute l'équipe du gouvernement, et je veux rendre hommage au ministre responsable, député Jean Talon, qui a fait un travail extraordinaire dans la réalisation de ce dossier et avec toute son équipe. Toute l'équipe. Donc, depuis 1985, la question est « What does Canada want ?» Et on attend encore la réponse du Canada à cet égard. Monsieur le Président, le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Merci. Donc, ce sont ces mots-là, les derniers qu'on a entendus avant qu'ils se rassoient, qui vont donner cette impression que Bourassa va vouloir faire l'indépendance du Québec. Avec raison, là, de manière, avoir été à cette époque-là, je m'aurais dit, non, c'est lui qui va la faire, mais ma question, je reviens avec la question de tantôt, est-ce que ça se battait dans les autobus le 23 juin 90? Après avoir entendu Bourassa parler de même? J'ai des souvenirs, non, j'ai des souvenirs très clairs de la Saint-Jean, donc de 1992, en fait, où tu avais une foule record là, qui marchait vers le parc La Fontaine. Là. Il y avait beaucoup d'une espèce de sérénité dans l'air plus qu'une espèce de résignation, mais tu n'avais pas de tension sociale. J'ai pas de souvenir, moi, de grande tension après l'échec du lac Meech. C'est comme une espèce de résignation du côté des fédéralistes, puis les souverainistes, surtout les plus engagés, eux avaient l'impression qu'il y avait le vent dans le dos. Là, puis il y avait la création du Bloc québécois aussi, donc qui alimentait ça. Tu avais vraiment cette impression que là, OK, les conditions sont en train de se réunir pour que le Québec devienne un État indépendant. Ben même qu'en 92, je crois que selon les sondages de 92, s'il y avait eu un référendum sur la souveraineté du Québec, je pense que le oui l'emportait à 60%. Oh, oui, c'était monté extrêmement élevé parce que les gens sont insultés de l'attitude du Canada anglais. Hey, mais Jay, je regarde l'heure. Je ne sais pas si tu as épuisé Meech, mais il y a l'autre, la grande institution laissée par Mulroney aussi, pour laquelle on se battait dans les autobus, par contre. Ça, oui, l'OPS. Ouais. Oui, regarde, tu veux parler de l'ALENA, sûrement? Bien sûr. Oui.
Est-ce que c'est le plus grand leg de Mulroney, c'est justement le libre-échange? On est passé là, d'un État, on est passé le Canada là, d'un État qui échangeait quelques milliards, des miettes de pain avec les États-Unis. À aujourd'hui, on est quasiment rendu à 500-600 milliards d'échanges commerciaux. Non. Au moment où Trudeau quitte le pouvoir en 1984, Trudeau est arrivé au pouvoir donc les années 60, à la fin des années 60 en disant qu'il faut diminuer la dépendance du Canada à l'égard du marché américain. Au contraire, ce n'est pas des miettes. C'est le principal marché d'exportation du Canada. Et les Canadiens se sentent vulnérables, ils vont en faire l'expérience à quelques reprises, que les Américains mettent des barrières tarifaires parce que le Congrès, de temps en temps, comme ça, il y a une bulle qui passe au cerveau puis ils décident de mettre des taxes à l'entrée des produits canadiens. Comme Trump pendant sa présidence. Exactement. D'ailleurs, on va y revenir à ça dans quelques minutes parce que c'est toujours le même enjeu qui revient. Et donc, l'idée de Pierre-Éliott Trudeau, c'est de dire, on va diversifier nos partenaires économiques. Au lieu de faire 60% de notre commerce avec les États-Unis, on va diminuera pas le commerce avec les États-Unis, on va augmenter celui avec les autres. Ça, c'est ce qu'on a appelé la politique de diversification commerciale. Au moment où Trudeau déclenche ça, cette politique-là, en 1972, je ne me souviens plus des chiffres, c'est 60% ou 55% des exportations canadiennes qui s'en vont aux États-Unis. Au moment où Trudeau quitte, 12 ans plus tard, on atteint des sommets là, de 75% du commerce, 70-75% avec les États-Unis. Malgré la politique de diversification, ça a augmenté. Quand Mulroney se fait élire en 1984, il ne parle pas beaucoup d'échanges commerciaux. Il y a une commission d'enquête qui a été créée en 82-83 qui constate l'échec de la politique de diversification commerciale puis qui dit il y a plusieurs options sur la table. Il y a soit le statu quo, qui n'est pas tolérable parce que le commerce est trop chaotique, soit la diversification commerciale, puis on l'a vu, ça ne fonctionne pas, soit la troisième option, on y va. If you can beat them, join them. Si vous n'êtes pas capable de les arrêter, faites un accord avec les États-Unis pour la libéralisation des échanges, de manière à ce que le Congrès ne puisse plus mettre ces maudites barrières tarifaires. C'est une façon, si tu veux, d'organiser le commerce puis d'organiser les relations entre les deux pour garantir que les produits canadiens ont toujours un accès au marché américain. Et vice-versa. C'est pour ça que les gens vont se battre dans les autobus, parce que beaucoup de gens vont dire mais notre secteur à nous, il est vulnérable à la concurrence américaine. Si vous enlevez toutes les taxes et tout ça, on est fait. Il y a beaucoup de domaines, surtout des manufacturiers du sud de l'Ontario, qui vont être extrêmement mal à l'aise avec ça. Le NPD, à l'époque, se battait à mort contre le projet de libre-échange parce que ça risquait de menacer des emplois, surtout comme ça dans le sud de l'Ontario. Mais ce qui est drôle, c'est que les conservateurs qui arrivent au pouvoir sans grand discours, au moment où Mulroney prend le pouvoir en 84, il n'en parle pas beaucoup. C'est pas quelque chose qui est dans l'heure. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à l'hiver 1984-85, mais subitement, les conservateurs de Mulroney le premier, sont devenus totalement convertis au libre-échange. Mais lui, pendant sa campagne électorale de 84, il n'en parlait pas du libre-échange. Non. Ça a été vraiment, comme tu dis, ça a été une bulle au cerveau du gouvernement Mulroney. On entend les discussions pour le libre-échange. En fait, c'est qu'il y avait déjà un accord qui se préparait entre les États-Unis et le Mexique. Puis on a commencé, attendez. Puis là, on a fait signe aux deux autres d'embarquer. Parce qu'à la base, c'était seulement un accord États-Unis-Mexique qui était sur la table. Je me souviens pas de ça du tout. Non, on parle de l'époque de Reagan. C'est Ronald Reagan qui est président aux États-Unis. Mais quand je vous disais tantôt pourquoi les gens avaient vraiment des tensions, donc quand Mulroney s'est engagé dans ce processus-là, à partir de 85, là tu avais des tensions assez vives parce que ça a été une des rares fois où il y a une question de politique étrangère qui a été au cœur de la campagne électorale de 1988, celle qui suit. C'est genre la campagne électorale de 88 que Mulroney va remporter, moins fort que celle de 84, mais il va la remporter quand même. C'est le prototype de l'élection référendaire. C'est-à-dire que tout se concentre sur une question, puis celui qui gagne l'élection, dans le fond, fait gagner son option. Ici, dans le cas, c'était est-ce qu'on signe, oui ou non, un traité de libre-échange avec les États-Unis.
Et pendant des années, vous avez des gens qui ont continué à écrire ce que je disais tantôt, c'est-à-dire d'écrire que ça allait, le Canada allait être absorbé par les États-Unis, que c'était la fin du Canada comme un État indépendant, que c'était la fin de l'économie canadienne, qu'on allait tout être aspiré par les États-Unis. Et donc, il y avait vraiment une tension, il y avait une dimension identitaire derrière ça aussi, au-delà de simples considérations économiques. Les seuls qui étaient vraiment très à l'aise avec ça, c'était les Québécois. Parce qu'ils ne se sentaient pas menacés dans leur identité à cause de la barrière de la langue. Puis en même temps, l'économie québécoise était déjà très tournée vers les États-Unis. Donc, c'est comme ça que dans ce contexte-là, qu'après les élections de 88, on a pu conclure l'accord qui va devenir l'accord Canada-États-Unis sur le libre-échange. On est en train de te perdre, Stéphane. Je ne sais pas si c'est ton micro ou quelque chose, mais... Ben, ça, Et voilà. Comme ça, ouais. Bon. Tu vois, excusez-moi, il mute des fois. Qu'est-ce que je disais? Répétez. Excuse-moi, parce que là, je suis en train de regarder justement le nombre de sièges qu'il y avait eu en 88. Qui était moins élevé que la victoire de 1984 c'est la plus grande victoire électorale dans l'histoire du Canada, je me souviens bien. Eh bien, c'était... Attends un petit peu, là, je vais essayer je suis en train de rechercher justement là-dessus, mais de mémoire, là, les libéraux, c'est quoi? Il y avait même pas une vingtaine de sièges, c'est ça? Oh non, plus que ça. Plus que ça, OK. Oh, mais le Parti libéral, à son tour, était décimé. Les élections de 84, ils sont passés à l'histoire aussi pour un débat entre le chef libéral qui s'appelait John Turner et Mulroney. Donc, le débat des chefs durant la campagne électorale. Pierre-Éliott Trudeau, au moment où il a quitté le poste de premier ministre, il a nommé plein de ses amis, comme ça se faisait souvent à l'époque, ambassadeurs, ou tous les gens qui voulaient récompenser pour leur aide durant le gouvernement Trudeau. Il y avait une bonne liste qui avait été nommée. Et John Turner, qui prend la place de Pierre Trudeau, qui est premier ministre pendant quelques mois, il va entériner toutes ces nominations-là partisanes faites par Pierre Trudeau. Et durant la campagne, vous voyez ça, le débat entre les deux, à un moment donné, il y a Mulroney qui reproche à Turner d'avoir fait ça, d'avoir entériné les nominations de Trudeau. Puis Turner dit, j'avais pas le choix, Trudeau avait déjà engagé le processus. Puis là, on Mulroney qui le regarde dans les yeux et qui dit « Yes, sir, you had the choice. » Monsieur, vous aviez le choix d'entériner ça. Et c'est devenu comme l'image, le clip des élections de 1984. Dans le fond, c'est la 33e législature du Canada de 84 à 88. 211 pour le Parti conservateur de Mulroney, 40 pour les libéraux. 30 pour le NPD, puis un indépendant que je ne sais pas tout de Wow. Ouais, 30 secondes. C'était qui, je pense, s'est fait mettre dehors de son parti. OK, mais tu sais, 211 contre 40 et 30. Et puis en 88, pour votre information, attendez, je vais aller à la 34e législature. C'était, là, ça commence à décliner. Ouais, 169. Conservateurs, progressistes, 85 libéraux et 43 néo-démocrates. Et puis là, je vais aller à la 35e, OK? Oh boy, OK. Là, ça a changé de format. Attendez un instant. J'ai-tu je ne l'ai pas. Ouais, mais c'est une grosse victoire, ça. C'est ça. C'est ça. Ouais, il te reste deux conservateurs. Deux. Ouais, regardez, là, c'est... Ouais. C'est dommage qu'elle n'ait pas la petite représentation en siège. Non, c'est ça. Je trouve ça plate. Ouais, on l'a pas, celle-là. On va voir en anglais. Ah, oui. Je l'ai dit ça en anglais directement. Oh, oui, ça va être... C'est ça, l'angle, oui. Langue English. Aha! Voilà. C'est pas celle-là. Oui, c'est ça. OK. Regardez, il y a deux sièges, deux petits bleus isolés, là. Vous avez le Bloc québécois en bleu pâle. Oui, c'est ça. Ouais, faut pas se mélanger. Là. Attendez, ça, c'est les premières élections. 93, c'est les premières élections où le Bloc québécois, premières élections générales où il participe. Ouais. Alors, vous avez... Tiens, question quiz. OK, il y a quand Gilles Duceppe, qui va devenir le chef du parti du Bloc québécois, il va être élu en 1990 dans une circonscription du sud de Montréal. Est-ce que vous êtes capable, messieurs, de me nommer le nom de son adversaire libéral? Je ne reviendrai pas. Dans le sud de Montréal, en 1990, qui perd contre... Denis Coderre. Exact. Pour vrai, j'ai dit ça.
le même qu'on voit encore aujourd'hui. Wow, quasiment 40 ans plus tard, il est encore là à nous gosser. On n'en a pas parlé de Denis Coderre. Il a passé dans les nouvelles. Wow. On entend moins parler, là, mais quelle tristesse quand même. Mais juste pour la 35e, c'est ça, législature de 94 à 97. Quand le Reform était proche des... 177 libéraux, 54 bloquistes, 52 Reform, 9 NPD, 2 du Parti conservateur, puis 1 indépendant. C'est triste. Puis là, tu disais ça, c'était Jean Charest, les deux, c'était Jean Charest. Jean Charest puis Deborah Gray. Ça n'a pas de bon sens. Tu passes du gouvernement à ça. Et là. Mais revenons au libre-échange une seconde parce que ça va nous ramener aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Au moment où Jean Chrétien fait, donc pendant le débat sur l'accord de libre-échange, puis au moment où Jean Chrétien fait la campagne électorale qui va éventuellement lui donner la victoire en 1993, il dit que lui, il est contre l'accord de libre-échange, que c'est mauvais pour l'identité canadienne, puis que s'il arrive premier ministre, il va déchirer l'accord. C'est pas ça du tout qu'il fait. C'est quand il arrive au pouvoir, il reste encore à faire entériner le traité. La ratification. Ratification, c'est ça. Et Chrétien, qui entre-temps a changé d'idée, décide de ratifier l'entente de libre-échange Canada-États-Unis, puis éventuellement l'entente de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, donc celle qui est signée en 1992. Oui, qui devient l'ALENA. Oui, parce qu'il y en a deux. Il y a celle de 1988 qui est bilatérale, Canada-États-Unis, puis tu as celle de 1992 qui est entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Il y a 2 accords qui vont sortir. Et la blague, c'est que Chrétien, quand il est premier ministre dans les années 90, le principal souci qu'il a dans les relations avec les États-Unis, en fait, les affaires vont tellement bien dans les relations canado-américaines que leur problème, c'est de gérer l'abondance. Il y a tellement de trafic qui passe la frontière dans le sens des échanges commerciaux, ils bondissent littéralement, que Jean Chrétien puis éventuellement Bill Clinton vont devoir mettre en place des mesures pour fluidifier le trafic dans les postes frontières canado-américains. Ceci jusqu'à un matin de septembre 2001 qui va encore une fois rebrasser toutes les cartes. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'au moment où le M. Orange Trump qui arrive, donc qui est élu en 2016 et qui promet de déchirer le pire accord au monde, le pire accord commercial dans l'histoire des États-Unis, ça, puis il doit y avoir tous les accords commerciaux que les États-Unis ont signés, finalement, c'est le pire. Tu sais. Au moment où Trump arrive puis commence à menacer de faire ça, puis les négociations s'engagent effectivement en 2017, je pense, 2017-2018, tous les gens qui avaient crié contre l'accord de libre-échange en 1984-88, tous ces gens-là qui est encore bien présents, j'ai entendu personne dire « Yes, c'est une bonne affaire que Trump déchire l'accord. » Parce qu'il y a beaucoup de nationalistes canadiens qui auraient pu très bien dire « Ben yeah, si Trump vient à détruire cet accord de libre-échange-là, personne va s'avancer pour condamner l'accord de libre-échange. » Au Canada, là, ça a été comme une espèce de consensus national absolument extraordinaire en faveur de l'accord de libre-échange. Le même accord de libre-échange qui, 20 ans plus tôt, en fait, avait été conspué par les nationalistes canadiens. Et puis là, justement, on arrive à la renégociation de l'ALENA. Et puis là, qui qu'on sort, qui qu'on demande pour venir donner des conseils? Jean Chrétien. Brian Mulroney. Ah, je pense que c'est Jean Chrétien. On lui demande de venir à Ottawa pour donner des conseils à l'équipe de Trudeau, à l'équipe économique pour renégocier cette nouvelle entente Canada, États-Unis, Mexique. C'était quand même un beau moment de la politique canadienne de ramener le père, si on veut, de l'ALENA pour viens nous coacher, viens nous aider. Là. Mais je me demande si Mulroney ne connaissait pas Trump personnellement aussi. Il me semble que je ne suis pas sûr. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. On ne l'a pas dit pendant notre épisode, mais M. Mulroney avait beaucoup de contacts. Okay? Ouais. Comme tu viens de dire, peut-être que Donald Trump, il le connaissait personnellement. Ça peut ça aussi, là, parce qu'il en connaissait du monde, Mulroney. Oui, il a été premier ministre, mais il a été dans les affaires, etc. Il en connaissait du monde.
Oui, c'était quelqu'un, en fait, qui avait aussi beaucoup de charme. Là. Un autre qui était comme ça, c'est Jean Chrétien aussi, qui avait un réseau de contacts. Puis pour Jean Chrétien, puis comme pour Mulroney, le contact interpersonnel avec les autres dirigeants étrangers, contrairement, par exemple, à Stephen Harper, okay, qui est épouvantable là-dedans. Là. Pour eux, c'était des moyens politiques normaux pour faire la politique étrangère. Et ça m'amène au dernier commentaire que je voulais faire en parlant de Mulroney. On n'a même pas parlé de l'apartheid encore. Ben, c'est là que je voulais aller. Okay, parce que ça a été un des seuls à affronter Margaret Thatcher. La situation de l'apartheid en Afrique du Sud. De manière générale, la politique étrangère canadienne, on ne le voyait pas à l'époque, mais c'est comme avec une politique étrangère aussi fade que celle qu'on a maintenant. On a parlé, nous autres, les trois ensemble, le Club des haters du Canada. Ouais. Ben, rétrospectivement, on peut dire que c'est parmi les derniers grands moments de la politique étrangère canadienne. Il va y en avoir quelques-uns sous Jean Chrétien, ben, par exemple la politique de sécurité humaine, mais ça n'aura jamais l'ampleur que ça a eu sous Mulroney. Et moi, comme spécialiste de la politique étrangère canadienne, ben, j'ai tendance à mettre Mulroney comme parmi les grands dans les relations internationales du Canada. Notamment, tu as cette lutte contre l'apartheid qui va donner une stature internationale au Canada. Donc, ce qui va amener Nelson Mandela à venir au Canada après avoir été libéré. Donc, c'est en 1988, 89, je ne me souviens plus. Donc, la politique étrangère canadienne avait une gueule qu'on a perdu depuis longtemps. Oui, tu avais une influence et une présence. Par contre, il y avait des côtés un peu plus sombres, c'est-à-dire 1990, au moment où le Koweït envahit au moment où l'Irak envahit, merci beaucoup, l'Irak envahit le Koweït, ben, le gouvernement canadien très rapidement décide de suivre les États-Unis dans la création d'une coalition qui va éventuellement libérer le Koweït. Et Jean Chrétien ne va pas se priver pour critiquer énormément Mulroney. Ça, c'est une autre des raisons pour lesquelles on ne l'aime pas au Canada anglais, c'est que avec l'accord de libre-échange, avec l'épisode de l'Irak, puis d'autres cas, le fait qu'il chante, par exemple, sur scène avec Ronald Reagan lors du ce qu'on appelle le sommet irlandais de 1985 à Québec, je pense. Beaucoup de Canadiens anglais le voient comme un vendu aux Américains. Et Jean Chrétien, là, sous toute réserve, mais je pense que Jean Chrétien va l'appeler publiquement le chien de poche du président américain. C'est qu'il est en train de vendre le Canada aux Américains. Et c'est une des raisons pour lesquelles il va être détesté au Canada anglais. C'est pour ça qu'il laisse une moins belle image au Canada anglais qu'au Québec, parce qu'au Québec, on s'en foutait pas mal de cette dimension. Ce qui est quand même ironique, c'est qu'aujourd'hui, les mêmes personnes qui étaient contre Brian Mulroney sont des magas à côté dans le tapis. Tu sais. Ils sont influencés par les Américains à 100 000 à l'heure. Tu vois que les temps changent. Hein. Non, ben, je pense que Mulroney ne reconnaissait plus le Parti conservateur. Non, je pense que non, depuis longtemps. Je ne suis pas dans ses souliers, là, mais j'ose croire. Il n'a jamais fait de sortie comme Jean Chrétien en a fait pour les libéraux. Il ne s'est jamais exprimé publiquement pour les conservateurs, comme on a déjà vu Jean Chrétien faire. Il n'a pas été une belle-mère. Avec Stephen Harper aussi, je ne pense pas que ça aurait été... Il y avait, de toute façon, au moment où la fusion des deux partis, le mauvais souvenir qu'il a laissé au Canada anglais est encore bien présent. Puis je pense que ça a été sage de sa part de ne pas aller trop s'exposer comme ça. Ouais, on est passé de Brian Mulroney qui avait justement, il y avait du charisme, il y avait de la gueule, Brian Mulroney. Il était haï, il était aimé par certains, puis là, on est rendu avec Pierre Poilievre qui va dire que l'électricité s'est produite à base d'électricité captée par les électriciens qui envoient ça dans vos prises de 100 watts. Dans vos prises de 120 watts. Mais Mulroney, il y avait aussi son côté un peu caricatural. Okay. Par exemple, il y a une histoire, il y a une fake news, en fait, qui sort au début de la guerre du Golfe. C'est les Irakiens, les Koweïtiens, pour essayer de mobiliser l'opinion publique occidentale. Là, il y a la fille de l'ambassadeur koweïtien aux États-Unis qui se fait passer pour une infirmière dans une commission d'enquête américaine, une commission du Congrès. C'est pas une commission d'enquête, mais probablement la commission sur la politique étrangère.
Et elle va raconter une histoire absolument horrible. Elle dit, ben là, quand les Irakiens sont arrivés dans mon hôpital, ils sont rentrés dans la salle de prénatalité, ils ont sorti tous les bébés qui étaient dans des incubateurs, ils ont jetés par terre, puis ils sont partis avec des incubateurs. Cette histoire-là, naturellement, ça a choqué tout le monde. Alors, on ne savait pas à l'époque qui était cette personne-là, puis on a découvert par la suite que c'est un mensonge. C'est un mensonge qui a été mis de l'avant par les Koweïtiens pour obtenir de la sympathie. Mais Mulroney a repris cette histoire-là à la Chambre des communes pour justifier le fait que le Canada rentrait donc dans la coalition menée par les États-Unis. Et la caricature, sur les bobeux koweïtiens, c'est resté. Il y avait une manière de prononcer les « et » qui, tu sais, fait que il y avait les bobeux. Il fallait sauver les bobeux koweïtiens. Et c'est resté ça aussi longtemps comme une expression marquante de Mulroney. Hey, ça se trouve-tu sur YouTube, ça? Probablement parce que c'est à la Chambre des communes. Ça va peut-être chercher longtemps, par exemple. Ouais. Mulroney, bébé koweïtien, ouais. Et aussi, une autre chose, c'est Mulroney était premier ministre au moment d'une période extrêmement importante qui est la fin de la guerre froide. Ça aussi, ça avait un petit côté un peu cocasse parce que les conservateurs vont publier en 1987 un livre blanc sur la défense, c'est-à-dire c'est un énoncé de politique. Là. C'est le gouvernement expose qu'est-ce qu'il veut faire dans le domaine en question. Ce livre blanc sur la défense est extrêmement vote en guerre. Les dépenses militaires devraient augmenter d'une manière absolument faramineuse. L'armée canadienne va enfin retrouver le lustre qu'elle a perdu à l'époque de Trudeau puis de Pearson, blablabla, tout ça. Et ça ne se fera jamais, là, d'abord, parce qu'ils vont découvrir que le déficit des finances publiques est tellement élevé qu'il n'y a absolument aucun moyen de financer les sous-marins puis les chars d'assaut puis tout ce qui est prévu dans les livres blancs de 1987. Mais surtout, ça aurait été... On ne percevait pas encore les signaux à l'époque, mais déjà, un type qui s'appelle Gorbatchev, du côté de l'Union soviétique, commençait à dire il serait peut-être temps qu'on change notre mode de relation. Et ça va être la fin de la guerre froide, ça va être l'effondrement du mur de Berlin, puis ça va être une espèce de... Pendant quelques années, en tout cas, une espèce de kumbalaya qui va mener notamment à la création de la coalition contre le fauteur de troubles Saddam Hussein. Mais... On avait besoin d'un autre ennemi. Oui, exactement. Mais inquiète-toi pas, on va s'en créer plein parce que les petites guerres locales vont proliférer. Celle qui était le plus proche des Occidentaux, c'est la guerre en ex-Yougoslavie. Ça va être la débâcle de Somalie en 93. De Rwanda en 94, tout ça. Ça, c'est Jean Chrétien à l'époque, donc qui est premier ministre. Mais effectivement, il y a une courte période de temps entre 1989, surtout l'effondrement du mur de Berlin, puis je dirais jusqu'en 92, 93, où une espèce d'euphorie que les relations internationales viennent de changer, que le monde va pouvoir être gouverné de manière beaucoup moins antagonique, qu'on a pu la rivalité Est-Ouest. Regardez où on en est maintenant, 30 ans plus tard. Là, plus ça change, plus c'est pareil. On est retourné à ça. Puis, tant qu'à faire, Stéphane, je vais te poser la question à toi, parce que c'est toi l'encyclopédie, justement, de ces années-là, vu qu'on était de jeunes enfants qui jouaient avec leurs jouets et puis leur Super Nintendo. Mais Mulroney, tu te places... J'ai bien de la difficulté tous les deux à vous regarder. Ouais. Mais Mulroney, tu le placerais où dans le Mont Rochemort du Canada? Est-ce qu'il est dessus, premièrement, dans le top 4, top 5? Là? Est-ce qu'il est sur le Mont Rochemort? Ouais, mais j'ai le biais de la politique étrangère. Où j'ai une certaine admiration, pas mitigée, mais quand même, je dirais. La politique étrangère, c'est un bon premier ministre. Je trouve que c'est un bâtisseur, surtout, qui a échoué parfois, comme avec l'accord du Lac-Meech, qui a réussi parfois avec le traité de libre-échange, si tu veux. Je ne mettrais peut-être pas dans les top 4, quoique j'aurais bien de la difficulté à dire de toute façon qui je mettrais dans je serais curieux de faire un épisode où on fait un Mont Rochemort de la politique canadienne. Ouais, on pourrait faire ça, puis on serait étonné. Il y a des gens qui souvent dominent beaucoup. Louis Saint-Laurent, je l'aime beaucoup aussi. Ouais. Lester Pearson, qui pourtant était un ministre des Affaires étrangères absolument magnifique, mais qui n'a pas été, quant à moi, un grand premier ministre. Est-ce que tu mets-tu dans ton Mont Rochemort? Non, parce que Chrétien, c'est trop... Chrétien n'a pas légué de grandes institutions. Ou ceux qui ont légué,
comme par exemple le Conseil de l'Arctique, ben, c'est pas vraiment lui qui a poussé le dossier. Papa Trudeau, Pierre Elliott. Ouais, lui, je lui donnerais pas. Je n'ai vraiment pas de sympathie du tout pour. Ah non, ça serait bon comme épisode. Hein? OK, regarde, on s'arrête. OK, OK, bon, ben, faisons ça. Ça sera même le Mont-Rochemort de la politique canadienne. Le Mont-Rochemort canadien. De toute façon, je pense qu'on a écoulé notre temps d'aujourd'hui. Ouais, je pense que oui. Ben, nous autres, on t'écoutait. Moi, à part quand je cherchais la 34e législature canadienne, je t'écoutais plus, là, mais je suis plus concentré sur Hey Steph, on t'entend plus. Ah ouais, mais son micro. Ça m'a comme réveillé de mes recherches. Comme, OK, Steph, il sonne vraiment comme une canne en ce moment. Il faut que je dise. Ouais, ben, il y a ma voix aussi. J'avoue, un roué un petit peu. J'ai comme un chat dans la gorge aujourd'hui. Est-ce que tu avais une réunion aujourd'hui, professeur Roussel, par vidéoconférence comme ça? Non. Non, OK, parce que je me demandais en bas ton nom, S. Roussel, ESQ. Ah oui, non, c'est parce que j'ai envoyé des copies du livre à quelques amis, puis souvent, je peux faire des clins d'œil à mes tu sais, je mets l'adresse de la personne, tu sais, comme je parlais de Denis Germain, Esquire, là, tu sais, plutôt que monsieur, là, tu sais, je trouve ça un petit clin d'œil en passant. Okay. Hey, avant de quitter, Steph, veux-tu nous remontrer à l'écran ton dernier page, s'il te plaît? Alors, donc, ouais. la Seconde Guerre mondiale, oui, donc publié chez Septentrion. Les Allemands et les Canadiens face à face. Moi, il va falloir que comme on dit par chez nous, que je me graille de la bibliographie du professeur Roussel. Oui, il va falloir que je me procure ça, oui. Ouais. Mais si je vais vous dire, ce livre-là, de tous ceux que j'ai fait, c'est celui que j'ai eu le plus de plaisir à faire. Ouais, j'ai vraiment eu du fun à le faire, celui-là. Les autres livres, souvent, c'est tu trouves ça lourd. C'est juste technique un peu, probablement, les autres. Hein. Oui, puis là-dessus, je me laisse aller complètement. C'est-à-dire, je fais mon truc. J'ai pas de contraintes. J'ai pas un public cible comme les étudiants qui prennent les cours là-dedans. Et j'ai vraiment fait comme j'avais envie de le faire. Là. À part la page couverture, là, comme je disais, qui n'ont pas voulu me donner le char d'assaut, là, mais bon, on peut pas tous les gagner. Hey, sérieusement, je pense que la couverture de notre prochain scripta, c'est juste un char d'assaut. Un T34. Ouais. Ah ben là, c'est pas mieux. Lequel tu voudrais, là, sur la couverture, Steph? Là? On mettrait un Tic Benjamin. OK. Pas un Panzer, non? Oh oui, un Tic, c'est le Panzer 6. Okay, c'est un Panzer? OK. Bon. Professeur Roussel, merci beaucoup de votre témoignage sur Brian Mulroney. C'était un épisode quand même assez éclectique. On est parti de la politique américaine, on s'en va vers Brian Mulroney. Un mot sur, avant de quitter, un mot sur Paul Oud qui est décédé aussi dans les derniers jours. J'ai l'impression que la dernière semaine, il y a beaucoup de gens qui sont décédés. J'ai l'impression que Paul Oud a éclipsé un peu Brian Mulroney aussi dans les médias. Ouais, c'est comme coupé. Hein? On a parlé de Brian Mulroney pendant 4-5 jours, puis là, il est arrivé malheureusement la mort de Paul Oud à 69 ans. Tristement. Moi, Paul Oud, écoute, j'ai 34 ans, c'est Fern d'un Boys. Jusqu'à temps que je le connaisse par après comme commentateur sportif. La fin du monde est à 7 heures avec Marc Labrèche. La fin du monde est à 7 heures. J'étais un peu jeune dans ce temps-là, mais pour toi, Steph, c'est une encyclopédie humaine, ce gars-là. Ça n'a aucun sens comment il maîtrisait plusieurs sujets, que ce soit le sport, la science. Ce qui est particulier, Jay, c'est qu'il avait déclaré l'année passée qu'il avait été diagnostiqué du spectre de l'autisme à genre 68 ans. Pour vrai? Ouais, fait que c'est comme l'autisme le plus, je vais dire, célèbre, entre parenthèses, du Québec. Ben, pour avoir des connaissances de même, il y a eu une vidéo qui a été partagée sur les médias sociaux, c'est Tout le monde en parle. Puis Guillaume Lepage, il demande des questions comme aux Jeux olympiques de Montréal, c'était qui le deuxième en arrière d'un tel à la course du 100 mètres, mettons, puis il disait ça, puis le temps, puis la température qu'il faisait, c'est n'importe quoi. Là. Il savait des affaires, Paul Oud, que tu dis, tu peux pas. Pourquoi apprendre ça? Ça a l'air pour le plaisir. Ça a l'air que le gars là, notait, je ne sais pas s'il les notait, mais il étudiait aussi. Mettons, là, je ne sais pas moi, le 21 avril 1982, quelle température qu'il faisait, s'il a mouillé, tout ça. Lui, il notait ça, là. Pourquoi?
Tu sais, tu te dis, Ouais, regarde, je suis vraiment pas surpris qu'il ait été diagnostiqué à cet âge-là parce que. Voilà. Alors, un mot, oui. Je pense que tu l'as bien résumé, Jay. C'était une encyclopédie. Fern. Tout à fait, ouais. Fern aussi, ouais. Ben justement, le personnage de Fern n'est pas très loin de la personne, là, de savoir des statistiques comme ça qui veulent pas rien dire, mais on va toujours se rappeler de on dit-tu Chamonix ou Chamonix, ça va être sa quote la plus célèbre. Ouais. Ou bien son discours dans la chambre, dans les Boys 1, qu'il annonce son départ, puis un par un, les gars s'en aillent, puis il est tout seul, il continue à parler. Aux funérailles de Labine, au début du deuxième son discours. Au hockey, genre, alors, tu n'es pas mort, tu es en prolongation. Et puis, tu laisses toi, ta charmante épouse, et puis, en tout cas, il dit toutes sortes d'affaires par rapport au hockey. Les gars, merci beaucoup de votre participation, surtout toi, professeur Roussel. Je peux avoir un chat dans la gorge, la gueule, il n'arrêtait pas. Ouais. Je le coupais pas, ça me gars, il dit tout. Fait que, il l'a vécu, nous autres, on était encore des jeunes biberonneux. Mais en fait, j'avais pas prévu que ça se passerait comme ça ce soir aussi, mais je me rends compte qu'effectivement, mes souvenirs sont plus présents que je pensais. Nous, on l'a lu, on l'a entendu, mais toi, tu l'as vécu, c'est ça. Ouais, exactement. Alors, mais je l'ai jamais vu personnellement, même si j'étais à Ottawa en 90-91, j'étais au Parlement, je me souviens pas de l'avoir croisé. OK. Dans ces années-là, en plus. Mais il était premier ministre, là, puis le député pour qui je travaillais, c'est un conservateur. Là. OK. C'est le député de Portneuf, là, entre Trois-Rivières et Québec. Oui, c'était qui déjà? Il n'était vraiment pas connu. Marc Ferland, qui s'appelait. OK. D'accord. Alors, ça aurait été une rencontre incroyable là, de rencontrer ce monsieur-là. Parce que lui, ça a l'air que tu disais ton nom, puis tu parlais un peu de ta famille, puis 10 ans plus tard, tu te rencontrais, puis comment va ta mère, puis là, il se souvenait du nom de ta mère. Là. Ça va pas de bon sens. Alors, merci beaucoup, professeur Roussel. Merci, mon cher Jonathan Saint-Prof. Avec plaisir. Yes. Et puis la semaine prochaine, est-ce qu'on se fait un Mont Rochemort canadien, québécois? Est-ce qu'on parle de vexillologie? Qu'est-ce qu'on fait? On parle peut-être d'Haïti si on sauve quelqu'un. Oui. Si tu trouves quelqu'un pour Haïti. Je vais regarder, sinon le plan B, ce sera le Mont Rochemort et ou la vexillologie. On va faire la vexillologie. Si, mettons, Haïti, ça ne marche pas, on va faire la vexillologie. Je sais que ça va y avoir un assassinat politique ou une affaire vraiment intense qui va encore faire que ça va prendre le bord. Sinon, l'épisode 300, là, on fait la vexillologie. Là. Pour le 300e, on va le faire, là, si jamais on se rend jusque-là. On va se faire un drapeau. Oui, c'est ça. Alors, merci, messieurs. Merci aux membres Patreon d'avoir été là ce soir. Si vous n'êtes pas abonné à Sur la Terre des Hommes, je vous invite à le faire. On est disponible partout sur Apple Podcasts, Spotify, baladoquebec.ca et sur YouTube Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos membres Patreon, justement, les curieux stagiaires historiens. Nos érudits, oui, et aussi nos deux orateurs, Construction avec un S, Rivard de Rwanda, qui est justement chez Joe en ce moment, mais pas en ce moment à soir, là, parce que le trailer est encore dans le cours. Oui, c'est ça. Physiquement, il y a des outils dans mon sous-sol encore aussi. Tu prendras une photo du trailer dans le cours, puis tu mettras ça sur la page de Sur la Terre des Hommes. Il est sale un peu, j'espère qu'on va voir le logo. Oui, c'est ça. Alors, merci à Construction avec un S, Rivard de Rwanda, et puis le miel Habitémis. Pour les rejoindre, c'est très facile. C'est le patreon.com/SLTDH. Je vous invite aussi à rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. On est un peu moins présent dans les derniers mois sur la communauté. Je vais essayer d'y aller le plus souvent possible. Je veux remercier Martin Godette et puis Tout Ce Qui TV, la chaîne Twitch de Tout Ce Qui TV, de rediffuser nos épisodes aux alentours de 18h sur Twitch, Tout Ce Qui TV. Alors, merci beaucoup, mon cher Martin. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine avec sait pas avec quoi. Avec un épisode, espérons-le, peut-être de vexillologie. C'est mieux d'avoir trop d'édits que passé, je pense. Oui, c'est ça. Alors, à la semaine prochaine, tout le monde. Salut tout le monde. Merci d'avoir été là.